Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Christophe Hague. Bonjour Anne. Bonjour, tu vas bien? Ah bah super, toujours. Tu sais, moi je suis un positif dans l'âme. Je vais peut-être même dire un positif instinctif. Voilà. J'ai cru comprendre, bon, à part être positif, tu es docteur, professeur, chercheur en psychologie sociale. Tu es explorateur de l'univers infini des émotions. Ouais, bah, je crois que l'émotion, on l'a tous en partage. Il y a un caractère universel à tout ça. Après, on la gère pas de la même manière. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est les différences entre les individus. Et comment est-ce que tu arrives, à partir de cette petite graine qu'est l'émotion, finalement à prendre des décisions qui peuvent avoir un impact direct sur le cours des choses. Donc ça me passionne et ça me passionne depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Comment c'est né? Moi, je suis issu d'une famille où il y a peu de gens qui ont des diplômes, le monde agricole, tout ça, et j'ai toujours eu des gens autour de moi, grand-père, mon père, ma mère, enfin bon bref, qui étaient des intuitifs. Et je me suis toujours dit, mais tiens, comment est-ce qu'ils arrivent finalement tu vois, à prendre des bonnes décisions, à s'adapter même dans des situations un peu complexes. Et le dénominateur commun de tous ces personnages de mon environnement proche, c'était qu'ils arrivaient à apprivoiser cette particule si particulière qu'est l'émotion. Et j'y trouvais même un côté un peu magique. Moi, je dis souvent que sans émotion, on est un peu comme des Pinocchio sans la magie. On est des pantins sans âme. C'est l'essence qu'on met dans notre moteur psychique. Bah, eux, ils savaient bien utiliser cette essence-là pour avancer, pour enclencher des choses. Et donc, je me suis dit à un moment, parce que moi, comme mon frère, on est allé jusqu'au bout, on a tous les deux un doctorat, tout ça, on était assez matheux. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de mettre tout ça sous équation. Donc très tôt, j'avais l'envie de tu vois, comprendre leurs schémas mentaux, de faire des stats là-dessus, de pousser un peu la recherche au maximum, parce que je trouve que ben, déjà, on est dans le pays de Descartes, et je crois que tu arrives quelque part à amener les gens vers un sujet aussi, quand justement tu es cartésien sur quelque chose qui paraît, entre guillemets, non raisonnable ou non cartésien. Alors qu'au contraire, il y a des logiques émotionnelles, on commence à comprendre comment ça fonctionne dans le cerveau. Donc voilà, donc très vite passionné par tout ça. Je suis ravie que tu te sois passionné et que tu viennes partager ton savoir lors des rencontres les 16 et 17 mars. Toi, tu seras là le 16 mars. Et donc, tu vas nous proposer une conférence pour transformer le négatif en positif. Et donc, ça passe par l'émotion. Ça passe par l'émotion et moi j'ai une petite caractéristique, c'est que je suis un tératologue. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce terme. Ah, un titre en plus. Ok, je l'avais pas su. Ouais, alors ça c'est une autodéfinition, mais en gros, moi j'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. Et si tu veux, donc j'aime bien aller dans des endroits extrêmes, quelquefois à la rencontre de personnages vraiment qui ont vécu des choses extraordinaires, pour finalement en tirer des leçons pour notre quotidien. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui a survécu à un crash d'avion, qui a bon, 8 jours dans la jungle vietnamienne, bon bref, ça, j'en parlerai, ou que tu vas voir des astronautes qui ont eu à gérer des situations critiques, ou des membres du RAID, du GIGN, ou très récemment, j'ai conversé pendant presque 2 ans avec quelqu'un qui était pendant 18 ans dans le couloir de la mort, accusé d'un triple homicide et qui a été innocenté après. Bon bref, quand tu vas voir ces personnes-là qui ont expérimenter l'émotion à haute dose, eh bien en fait, c'est comme si tu voyais des processus psychiques chez eux à la loupe grossissante. Mais ces processus psychiques, nous aussi, en fait, on les expérimente dans notre quotidien, mais ils sont un peu moins visibles. Ils sont, tu vois, moins tangibles. Donc là, ça permet finalement, voilà, de mettre une grosse loupe grossissante et de comprendre ces phénomènes-là. Et après, d'en tirer des applications dans notre quotidien, dans comment tu gères les enfants, comment tu gères le conflit, comment est-ce que tu prends des décisions, comment tu gères ton stress, etc., etc.
Donc, bah, je vais vous parler de ça pendant les rencontres. Donc, je vais essayer de prendre par la main les uns et les autres et de les amener dans des univers un peu particuliers à la rencontre de personnes qui ont des choses plutôt inspirantes à partager avec nous. Ok, génial. Et j'ai hâte, hein. Et moi, donc, je me pose une question par rapport aux émotions. Ça nous permet d'avancer, elles sont comme un moteur. Mais en même temps, si elles sont pas gérées, elles nous empêchent en fait. Elles peuvent être bloquantes. Alors, la plupart des gens manquent d'outils. Et d'ailleurs, on le voit depuis le Covid, les gens sont submergés. Il y a une espèce de trop-plein d'émotions toxiques, ils ne savent pas quoi en faire. Mm. Et c'est un peu le même principe que quand tu plonges une éponge dans un seau d'eau et qu'à un moment elle s'imbibe au maximum et qu'elle arrive, si tu veux, à son pouvoir max d'absorption, bah, à un moment elle arrive à saturation. Et le problème, c'est quand elle arrive à saturation, si tu la laisses dans le seau d'eau, bah, elle se délite en fait. Bah, moi, j'essaie de partager avec les gens que je croise sur mon chemin bah, des techniques, des outils pour apprendre à s'auto-essorer. Ok. Donc l'émotion, à la base, toutes les émotions ont une fonctionnalité, elles ont une utilité, même quand elles sont déplaisantes. La Mm. colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, tout ça, à la base, c'est fonctionnel. C'est une information qui peut nous aider. Alors quelquefois, ça ne s'invite pas au bon moment, pas dans le bon timing. Là, elle devient dysfonctionnelle. Mais globalement, la fonction première de l'émotion, c'est nous aider. Et quand elles sont toxiques, qu'elles ne viennent pas dans le bon tempo, qu'elles n'ont pas de lien direct avec la situation, eh bien effectivement, là, il faut être capable de les repérer et de les filtrer. Et j'essaye, moi, de partager des techniques qu'on a observées, que ce soit d'un point de vue psychologique, à travers des outils psychométriques, ou quelquefois avec mes confrères à travers l'imagerie médicale pour comprendre un petit peu comment apprivoiser en fait cette espèce de force brute, mais qui est extraordinaire en fait pour nous. C'est-à-dire quand sans émotion, on serait incapable de prendre des décisions, de faire un choix entre alpha, bêta ou gamma. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener un petit peu sur ce chemin et c'est cet univers des émotions qui est quand même assez sympa et Ouais. en tout cas moi qui me passionne. Ah oui, je vois ça. En tout cas, la connaissance de soi va être très importante dans la démarche de la gestion de ses émotions, j'imagine. Mm. Oui, c'est pour ça que ça fait moi plus de 15 ans maintenant, bah, j'avais presque dire 20 ans, que je travaille sur un concept qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, justement, c'est à peu près ce que j'ai dit avant, c'est cette capacité d'être une éponge qui va capturer de l'information émotionnelle, qui va s'imbiber, mais en même temps qui va être capable de s'auto-essorer, un moment pour rester à l'équilibre psychique, émotionnel. Donc ce concept d'intelligence émotionnelle, j'en parlerai aussi pendant les rencontres. On a créé avec mes équipes d'ailleurs des outils qu'on a validés scientifiquement, on a publié ça dans des chouettes revues en psycho nord-américaines. On est en train d'ailleurs de développer d'autres outils. Et pourquoi créer des outils de mesure? Parce que ces outils-là, c'est pas juste un score que ça te donne, ça va te donner, dans le cas de notre outil, à peu près 11 scores. C'est un test que tu peux difficilement tricher en fait à ce test-là parce que c'est un test dit de performance. Tu sais ou tu sais pas. Et la réponse juste, elle a été jugée juste en croisant des résultats de recherche en neurosciences sociales, en psychologie cognitive, différentielle, bon bref. Et derrière, ça te donne un profil émotionnel de qui tu es à un instant T. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est que ce profil-là, il n'est pas gravé dans le marbre. Parce qu'une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et il se trouve d'ailleurs que le papa de ce concept, qui est aujourd'hui le directeur du département des neurosciences à l'Institut Pasteur, est le parrain de certains de mes bouquins, il intervient dans le prochain, etc. Donc, et que dit ce concept-là ou cette découverte? Elle nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour faire bouger les lignes, en fait. Ah, génial. Donc, même si on a une intelligence émotionnelle qui est pas top à un instant T, qui peut être le fruit de son éducation, qui est aussi la résultante d'un patrimoine génétique, enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans cette équation, eh bien, on peut, à tout âge, alors juste avant dégénérescence, etc.,
mais on peut vraiment faire bouger les lignes et, entre guillemets, muscler, même si le cerveau n'est pas un muscle, mais on peut muscler hein, ses compétences émotionnelles. Donc ça, j'en parlerai aussi parce que c'est pour moi une des plus grandes découvertes en psychologie sociale, ce concept d'intelligence émotionnelle et qui a un impact sur énormément de choses. Ok. Est-ce que muscler son intelligence émotionnelle, ça va permettre aussi du détachement, d'avoir du recul sur des situations pour être moins impacté, pas Alors touché? j'ai envie de te dire, ce qui est assez sympa avec ce concept, c'est qu'il suffit de quelques millièmes de secondes pour que le cerveau traite une information émotionnelle intelligemment. Et donc, quand tu es QE++, donc que tu as un quotient émotionnel élevé, si tu veux, tu vas pas céder à la réunionnite aiguë avec toi-même. Et voilà, il y a un problème qui se pose à un instant T. Tu vas pas attendre 4 mois avant d'apporter une solution. Il se trouve que quand tu as vraiment ce type de compétence qui est très développé, tout ça se fait supra rapidement et la solution vient intuitivement, rapidement. Et ça se manifeste comment? Par des caractéristiques ou des sensations plaisantes, déplaisantes par rapport à un choix que tu as à faire et qui va t'orienter sur un chemin plutôt qu'un autre. Donc finalement, c'est oui, si tu veux, d'une certaine manière, à un moment, prendre du recul, mais très rapidement. C'est-à-dire que ça va processer rapidement. Et cette intelligence-là, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle te permet une introspection, donc elle te permet de comprendre mieux tes propres émotions, mais également celles des autres. C'est-à-dire qu'elle va t'aider à décrypter, d'une certaine manière, le Da Vinci comportemental des autres, en fait. Et quand tu arrives à décrypter les comportements des autres, parce que derrière chaque émotion, il y a une intention, eh bien, tu vas fluidifier en fait la relation à l'autre. Donc, tu vas augmenter la qualité de la relation sociale avec l'autre. Tu vas être vraiment dans quelque chose de plus plaisant et tu rentreras plus facilement en fréquence d'intimité avec l'autre aussi. Et n'oublions jamais que qui porte tes opportunités, c'est l'autre. Tu prends l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il envoie personne en fait sur la Lune. Donc à un moment, il y a toujours une dynamique qui s'opère pour arriver finalement à remplir ton objectif, à atteindre ton projet, etc. Et ça passe par l'autre. On est une espèce sociale, c'est ce qui nous met tout en haut de la pyramide des espèces, c'est cette intelligence sociale aussi, cette capacité à créer du lien affectif avec autrui. Donc l'intelligence émotionnelle te permet de générer tout ça, de renforcer ces liens-là. Ok, merci. Et donc, tu auras ton nouveau livre qui sera là aux rencontres. Et donc là, tu parles de surprise, du pouvoir des surprises. Qu'est-ce que ça cache? Ah ben, et de la bonne comme de la mauvaise surprise. Donc c'est un livre, écoute, c'est un livre, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que je travaille dessus. Je suis allé à la rencontre de gens vraiment qui ont vécu des choses assez extraordinaires. Tu as un professeur d'Harvard qui est dedans, tu as John Gottman, le grand spécialiste de la relation amoureuse. Les parrains du bouquin sont Peter Salovey, donc c'est le papa du concept d'intelligence émotionnelle, c'est le président de l'université de Yale. Tu as Edgar Morin, tu as Éric Antoine, le magicien. Bon, bref, il y a Bernard Werber aussi qui témoigne à un moment sur sa propre mort, parce que la surprise ultime, c'est la mort. Donc il y a tout un volet là-dessus avec des espions, un ancien espion du KGB. Enfin bon, bref, il y a des rencontres, vraiment, je me suis éclaté à écrire ce bouquin. Il y a Pierre-Marie Lido aussi, donc le neuroscientifique dont je parlais précédemment. Et l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, on est quand même dans un monde où on veut tout calculer, on veut tout mettre sous les algorithmes, sous équation, et quelque part, on tue la surprise. Et je parle pas de la surprise spectaculaire qu'on voit au JT, en fait. Je parle de la surprise dans nos vies. Je trouve qu'on n'est pas assez producteur de surprise, qu'on n'accepte pas assez facilement la surprise, alors que cette émotion qui est une émotion pas comme les autres, qui est vraiment particulière, eh ben, elle a un impact sur notre cerveau qui est juste extraordinaire. Donc moi, je suis pour qu'on réhabilite cette espèce en voie de disparition. Et dans ce livre, il y a plein de conseils pour
grâce à la surprise, arriver à gérer des conflits, arriver à prendre des bonnes décisions, augmenter la qualité relationnelle, etc. Il y a aussi tout un volet sur l'intelligence émotionnelle, notamment dans les relations amoureuses, avec un cas véridique concret assez particulier. Bref, voilà, c'est qu'on puisse un peu se réapproprier cette émotion qui est si fondamentale et qui nous permet, en réalité, quand on la réintroduit dans notre vie, d'évoluer et d'évoluer plutôt dans le bon sens. Donc Super. voilà pour te donner un petit pitch du livre. Je sais que là, il est en finition, donc Ouais. j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Et grâce à à nos partenaires, les libraires, quand les livres s'ouvrent, il y aura eh ben, ce livre. Et puis d'autres aussi, parce que c'est ton combienième celui-ci? Écoute, c'est le septième, je crois. Septième. Sept, voilà. Donc l'écriture fait partie de ta vie. Ah, c'est vraiment quelque. Ouais, je le fais depuis tout petit. Et puis, c'est ce qui est assez. Moi, je suis toujours heureux finalement de constater ça de manière personnelle. C'est que, tu vois, quand tu vis de ce travail-là, c'est chouette. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, moi, c'est un rêve de gamin. Je suis dans la maison d'édition qui, depuis tout petit, m'a toujours plu parce qu'en plus, je suis un fan de science-fiction aussi. Enfin, bon, bref. Et je vis quelque chose qui est très très chouette et voilà, je suis en résonance avec moi-même en fait. Et voilà, donc moi je trouve que c'est le plus beau métier au monde parce qu'en même temps c'est un métier qui te fait du bien quand tu écris, non seulement tu écris pour les autres, mais en même temps tu te développes en fait en couchant sur le papier des choses. Mm. Tu confrontes en fait ces choses que tu observes à ta propre existence et à celle de tes proches. Donc forcément, ça t'amène à pas mal de points de réflexion. Donc tu vois, moi je trouve que l'écriture fait du bien finalement à tout le monde. C'est presque un anxiolytique naturel. Voilà. Ouais. C'est thérapeutique, entre guillemets, quoi. Et donc, Christophe, c'est quoi la contagion émotionnelle? La contagion émotionnelle, c'est le transfert d'une émotion, en tout cas d'un individu à un autre. Donc, il y a des émetteurs, il y a des récepteurs. Et il se trouve qu'il suffit de 21 millièmes de seconde, c'est très, 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 très court, pour qu'une émotion passe d'une tête à une autre, d'un corps à un autre. Parce que quand on parle d'émotion, ça se passe pas que dans la tête, ça se passe aussi dans toute notre physiologie. Il y a des manifestations physiologiques. Et donc, j'ai aussi écrit un bouquin là-dessus, Ouais. qui s'appelle La contagion émotionnelle et qui décrypte un petit peu ce phénomène, comment est-ce qu'on peut apprivoiser cette contagion, comment est-ce qu'on peut éviter d'être une enflure toxique, parce qu'en fait, c'est un pouvoir extraordinaire, ce pouvoir de contagion émotionnelle. On peut tous contaminer quelqu'un. Maintenant, je crois qu'il faut choisir son camp. Est-ce que tu as envie d'être un Seigneur Sith ou un maître Jedi? Est-ce que tu veux contaminer l'autre émotionnellement pour qu'il aille tout le temps dans ton sens, pour le contraindre, pour faire valoir ton point de vue? Bon, bref, bah, ça c'est le principe des enflures toxiques. Ok, elles se servent de ce processus-là pour placer les autres en situation de gênance, d'infériorité et obtenir des choses, quasi sous contrainte psychique des individus. Donc moi, je lutte contre les enflures toxiques. Ok. D'ailleurs, quand tu développes ton intelligence émotionnelle, tu diminues ton niveau de toxicité vis-à-vis d'autrui. Donc tu deviens un agent pathogène d'émotion plutôt bénéfique quand tu développes ton intelligence émotionnelle, tu fais plutôt du bien autour de toi. Donc voilà, c'est l'émotion, c'est plus contagieux que le Covid, qu'un rhume, que la grippe, etc. Voilà, on est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue à finalement se contaminer sans cesse en fait. Dès que tu es en interaction avec quelqu'un, peu importe le format, que ce soit par chat, par SMS, de visu, en chair et en os, l'émotion en fait, il y a des couloirs émotionnels qui s'ouvrent. Donc là, voilà, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir extraordinaire? C'est dans Spider-Man où tu avais cette réplique, hein, on a les références qu'on a. Il disait, voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je crois qu'on est tous responsables aussi de finalement notre empreinte émotionnelle. On parle beaucoup de l'empreinte carbone, mais notre empreinte émotionnelle. Quel type d'agent pathogène tu es? Comment tu es avec tes enfants? Comment tu es avec ton conjoint? Comment tu es avec les individus? Dans quel type de relation tu te places? On a un CDD de vie sur cette terre. Qu'est-ce que tu en fais en fait?
Mhm. Moi, je vois trop de personnes, j'ai rencontré dans trop de gens qui arrivaient à la cinquantaine, regardaient dans le rétroviseur de leur vie et se disaient, mais en fait, ben, pendant 50 ans, j'ai fait du mal en fait autour de moi. Pour Mhm. arriver à atteindre mes objectifs, j'ai dû écraser des gens, j'ai dû pousser des personnes, façon de parler, hein, dans les escaliers, j'ai dû jouer du coude, j'ai dû faire des choses dont je suis pas très fier. Donc ces gens-là sont remplis de remords, de regrets. Et quand tu fais ce constat-là à 50 ans, donc ce constat que ton empreinte émotionnelle, elle est vraiment pas bonne, je peux t'assurer que ça secoue le cocotier psychique, hein. Mhm. Voilà, nos travaux de recherche, ce qu'on fait avec mes équipes, quelque part, c'est de la prévention aussi. C'est pour éviter en fait Ouais. ce terminus qui peut être un peu compliqué à gérer, même si rien n'est irréversible. Quand tu subis un burn-out, dans certains cas, la réversibilité, il faut la chercher. Mhm. Dans ta vie personnelle, tu es aussi papa de plusieurs enfants et tu es aussi euh, de- et tu es aussi fondateur d'une entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, les enfants, juste un petit mot là-dessus. Moi, j'ai toujours considéré que les profs, ou en tout cas le prof, c'est pas moi, c'est eux. Moi, c'est-à-dire que les enfants, je trouve qu'il n'y a pas meilleur prof qu'eux. Alors, bien sûr, il faut les cadrer, il y a des règles, etc. Mais je trouve que quand vraiment, à un moment, tu te connectes à eux, tu laisses le smartphone de côté, que tu prends du temps pour eux, déjà, tu fais pas de concessions en réalité. Quand c'est vraiment du temps, on va dire, où tu es psychiquement intégralement connecté à eux, en fait, tu peux bosser en même temps. Moi, j'ai réussi à écrire, ou des soirs, ou des week-ends, tout en étant connecté à eux et en étant inspiré par eux. Et même dans le dernier bouquin, je finis par une anecdote qui concerne mon petit dernier et qui est, et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai en fait, ce qui se produit là, j'y avais pas pensé. Et hop, bah, ça m'a fait, tu vois, un élément de livre. Donc ça, c'était le premier truc. Ouais, des fois, nous, en tant qu'adultes, on ferait bien de se dire, tiens, allez, on va se reposer sur les bancs d'école, mais à écouter un prof qui est plus jeune que nous et qui a des choses à nous enseigner, notamment sur les émotions. Hmm. Et derrière, l'entreprise alors c'est tout chaud, ça sort du micro-ondes, tout ça. Ça s'appelle Génération QE. Ouais. C'est une entreprise qui est formidable parce que c'est via cette entreprise que on va démocratiser l'intelligence émotionnelle, qu'on va donner accès au grand public à des tests psychométriques pour mesurer son intelligence émotionnelle. Alors oui, ce sont des tests payants, mais voilà, c'est des années de recherche et de développement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quasi pas, ou en tout cas dans le domaine de l'intelligence, vraiment, voilà, quand on suit les standards d'intelligence, il y a pas de test qui est gratuit, parce que si tu avais un test gratuit qui était délivré comme ça sur Internet, bien les gens finalement feraient le test, auraient peut-être accès aux bonnes réponses, et derrière s'entraîneraient ou entraîneraient leur progéniture à bien répondre. Donc tu ne mesurerais plus une performance ou une compétence, tu mesurerais un apprentissage en fait. Donc en fait ton test il serait pas fiable. Donc c'est pour ça qu'il faut créer aussi des petites pour garder en objectivité. Donc là, voilà, on a des tests cette boîte-là propose des tests, va proposer aussi du e-learning pour rapidement aider les gens à se développer et tout un tas de choses. Donc c'est vraiment unique au monde en fait les tests qu'on propose et je trouve ça sympa que ça parte de la France. Tu vois, généralement ça part des États-Unis, etc. Là, bah ouais, on a une équipe qui est superbe et qui produit des choses, cocorico, qui peuvent avoir un impact, à mon sens, assez fort sur les individus. Donc cette boîte, voilà, c'est la rencontre de plein de personnes avec des profils émotionnels complémentaires et qui est juste génial en fait. Donc tout ça est accessible et voilà, ça fait depuis le 1er janvier 2024 que la boîte est lancée. Bon, tu nous en parleras sûrement plus longuement. C'est important pour toi, en fait, de transmettre. Enfin, ce que je ressens, c'est que c'est important de transmettre et que les personnes puissent ben, apprendre à gérer leurs émotions. Écoute, moi je le vois parce que mon métier, c'est ok, d'un côté je suis écrivain,
mais je suis professeur en fait. Je suis professeur à EM Lyon. Je rencontre mon public, bah, t'as des étudiants de 22 ans, tu as des participants plus âgés dans des programmes exécutifs, education, etc. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est de me dire, je fais pas de la recherche pour faire de la recherche. Je fais pas de la recherche égoïstement, mais juste pour satisfaire une mécanique intellectuelle. Moi, je fais de la recherche entre guillemets appliquée. C'est-à-dire que euh, derrière, il faut qu'il y ait un objectif d'applicabilité. Il faut que ça puisse te servir dans ta sphère pro, dans ta sphère personnelle. Et c'est pour ça que j'adore transmettre, en fait. S'il n'y avait pas cette transmission-là, et c'est d'ailleurs le principe même des bouquins aussi, c'est tu t'adresses à des gens, tu essayes de les aider à ton niveau. Et c'est ça qui m'intéresse avant tout. Moi, j'ai cette passion-là. Et puis, tu as tellement de... Quand tu transmets, tu as tellement de retours. Moi, c'est une boîte à idées. Des fois, je me dis, mais en fait, il faudrait que je paye les gens qui assistent à mes conférences ou à mes trucs parce que à chaque fois, on me raconte des choses. Il y a un truc qui va m'inspirer pour, tu vois, que ce soit pour je sais pas, un documentaire télé, pour un livre, pour un article que je vais publier ici ou là. En fait, tu vois, c'est du, je sais pas, c'est du donnant-donnant, c'est du win-win. Moi, je trouve que c'est intéressant. Si tu étais juste dans ta grotte, isolé, bah, à nouveau, en fait, c'est comme si tu tirais avec une balle de revolver, tu vois, entre quatre murs, la balle, elle ricoche et en fait, elle reste dans la pièce. Il se passe rien, en fait, c'est toujours la même balle. Mm. Donc, voilà, moi j'ai besoin d'être nourri aussi par autrui. J'essaye de nourrir à mon niveau les gens et les gens me nourrissent aussi en retour. Et c'est pour ça que tu vois, moi j'ai un rituel depuis l'écriture du dernier bouquin qui s'appelle Provoque ta chance, où j'avais un type qui est un ancien béret vert, qui est une star de la télé américaine. Et ce gars me racontait des anecdotes et il me disait, mais en fait, tu sais, moi, j'ai 52 dates dans l'année où je dis oui à tout le monde. Alors, tu vois, dans les limites éthiques, budgétaires, de tout ce que tu veux, mais c'est des demi-journées, des yes day, tu vois, les fameux yes day, tout ça. Et depuis qu'il m'a parlé de ça et de tout ce que ça a créé chez lui, eh bien moi j'ai mis ça en place. Donc j'ai comme ça de manière aléatoire, que ce soit le matin ou l'après-midi, des moments où je dis oui aux gens. Et donc quand je fais la tournée des popotes, tu vois, des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, machin, tout ça, dans ce Yes Day, et que derrière j'ai une demande entrante de, tu vois, on veut discuter, on veut faire ceci, voilà, j'ai un projet à vous présenter, un machin, je dis oui en fait. Et si tu savais tout ce que ça me rapporte en termes de nutritif, quoi, pour l'esprit, c'est juste génial. Donc oui, oui, c'est important la rencontre. Donc toi, déjà ton événement porte un beau nom, hein. Tu l'as bien labellisé. Mais j'allais venir parce que en fait, c'est toi qui as voulu hein, venir aux rencontres. Ça t'évoquait, bah, c'est ça, ces rencontres, être au contact du public, c'est ça qui te motivait à venir en fait, ce que tu Mais viens de écoute, en fait, j'allais dire, c'est les rencontres de plusieurs rencontres parce que moi, c'est mon ex-femme qui m'a contacté et qui m'a dit, bah tiens, écoute, il y a peut-être, il y a un super événement auquel je participe, donc on sera deux à participer, c'est assez rigolo. Mais qui m'a dit, je dis, écoute, là, je sais pas trop, j'étais dans le rush, dans le machin, et après, j'ai pris le temps de voir aussi l'esprit de ce que vous vouliez faire, et je trouvais que ça m'avait bien plu, il y avait une dynamique positive et tout, et donc effectivement, c'est tu vois, c'est le maillage, le tricotage de plein de choses, et ouais, non, moi, ça me fait plaisir bah voilà, d'aller rencontrer des gens, et en plus, Anne, à Vannes. Ah oui. Très, très, très belle ville que je connais très bien. Voilà, en tout cas, c'était un honneur pour moi. Et puis, j'adore ça, hein, les rencontres. Et puis, voilà, quand c'est fluide comme ça. Puis, effectivement, c'est très enrichissant pour quand on est sur scène, mais aussi dans le public et toutes les connexions qui vont se faire bah, pendant les pauses. Et puis, voilà, sur ces 2 jours. En tout cas, je suis ravie que tu sois là. Je vais te libérer. Ça fait un petit moment qu'on parle, hein. T'inquiète pas, je me sens pas encore en prison, mais non, je suis bien avec toi. On est bien.
Non, mais merci à toi et j'ai hâte de te rencontrer aussi Oui, en vrai. moi aussi. Et comme tu disais, il y a et juste un petit point que je rajoute, Oui. c'est que c'est vrai, moi j'aime bien aussi quand tu as, t'as par exemple les pauses ou les séances dédicaces ou des choses comme ça, parce que là tu as aussi ben, les autres humains, les gens qui viennent te voir avec des problèmes qu'ils n'ont peut-être pas voulu partager publiquement. Mm, Et je trouve que c'est aussi un temps d'échange. Et généralement, moi, je prends le temps voilà, aussi de me connecter aux gens là-dessus, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, tu vois, les livres amènent aussi à ce type de choses où tu rentres aussi un moment en fréquence d'intimité avec la personne à l'occasion des séances dédicaces, de choses comme ça, parce que c'est chouette. Et là, ouais, tu peux vraiment entendre les messages des uns et des autres. ouais. Voilà, en tout cas, tu ne vis pas la solitude de l'écrivain, de l'auteur. Non, non, je suis pas dans ce registre-là. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous avez les liens sous la vidéo pour vous inscrire et venir rencontrer Christophe Hague et tous les autres. Au revoir et belle journée à vous. Au revoir, Christophe. Au revoir, merci.